Salut les 6e 5 et les 6e 6. Alors, cette fois-ci, nous allons nous pencher sur le cas très intéressant et même carrément passionnant de l'Empire romain. Donc, c'est la troisième et dernière grande partie de cette énorme séquence donc consacrée à Rome, mais je pense que vous aurez compris à quel point c'est important de bien comprendre et de bien maîtriser ces choses-là. C'est un des cours les plus importants de toute votre scolarité. Donc prenez bien le temps de consulter les vidéos que je réalise pour vous parce que ça peut vous apporter un complément d'explication à une trace écrite de cours qui, si on se contente de ça, risque d'être un petit peu abstraite. Voilà. Alors, donc j'ai refermé la parenthèse de Rome et la République tout à l'heure, enfin dans les deux vidéos consacrées donc à Rome et la République, mais en réalité, si vous voulez, là en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une sorte de continuité. C'est pas une rupture qui va totalement intervenir entre la période dite de la République et la période dite de l'Empire. Et ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est et revenir, il faut revenir là sur la personnalité de Jules César. Déjà, il y a une chose très simple que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en réalité, Jules César, c'est pas, si vous voulez, une dénomination du genre prénom Jules, nom de famille César, comme il y aurait par exemple prénom Christophe, nom de famille Varagnac. Non, Jules, c'est le nom de la famille du personnage en question, donc une famille dont j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes que c'est une famille assez prestigieuse, qui appartient à l'élite déjà de la population romaine de l'époque. C'est la raison pour laquelle Jules a pu déjà faire une carrière politique assez prestigieuse et notamment participer donc au gouvernement donc en tant que magistrat. Il a franchi toutes les étapes de la carrière des honneurs pour arriver au statut de consul. Euh, la raison pour laquelle on l'appelle Jules César, c'est pas parce qu'il aurait un surnom quelconque, c'est que le mot César désigne en réalité ce qu'on appelle un empereur. Et d'ailleurs, c'est le titre que porteront systématiquement tous les empereurs à partir de cette époque, donc jusqu'à la chute de l'Empire romain, notamment d'Occident, au 5e siècle. Systématiquement, quand on est empereur, on porte le titre de César. Ça, c'est une première précision importante à laquelle je vais apporter une autre petite indication. Le mot César a également fait l'objet de ce qu'on appelle une dérivation sémantique, alors n'ayez pas peur de l'expression. Ça veut dire que le mot peut évoluer au niveau de la sonorité comme du sens. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans d'autres langues et dans d'autres cultures, en fait, le mot César donc a connu une traduction qui donne le résultat équivalent. Par exemple, chez les Allemands, on verra apparaître le mot de Kaiser, qui désigne exactement la même chose, c'est-à-dire un empereur. On verra aussi la même chose chez les Russes avec le mot de tsar, donc Kaiser, tsar, dans les deux cas, ça vient du mot César, donc c'est une référence directe à Rome. Ça, c'est une première précision importante. Ce qu'il faut rajouter, c'est que, en plus du titre de César, tous les empereurs vont porter le titre de Auguste. Alors Auguste, c'est pas juste un prénom. Auguste, c'est un mot qui désigne une chose très précise. C'est l'expression élu des dieux. Sous-entendu, si un César est César, c'est parce que les dieux, je rappelle qu'on est dans une religion polythéiste, l'ont décidé ainsi. On pourrait considérer que de ce point de vue, les empereurs romains se considèrent comme rois de droit divin, ou plus exactement empereurs de droit divin, puisqu'en fait un empereur c'est un super roi. Alors ce titre de Auguste, donc élu des dieux, c'est le Sénat lui-même qui va l'accorder à un personnage qui est en fait l'un des deux fils adoptifs de Jules César, car Jules César a eu au moins deux fils adoptifs. Le premier est assez célèbre, il s'appelle Brutus, et il est resté célèbre notamment parce qu'il a participé à l'assassinat de César, qui a été victime d'un complot. Il a été poignardé par plusieurs personnages en même temps, dont Brutus lui-même, d'où la phrase extrêmement célèbre que je vais d'abord dire en latin, tu coque fili, qu'on peut traduire de la manière suivante, toi aussi mon fils. Ce qui rappelle une chose intéressante aussi, c'est qu'à Rome, à cette époque, il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup de machinations, les enjeux de pouvoir sont extrêmement importants, et il faut bien comprendre que les relations entre les gens qui s'intéressent au pouvoir à l'époque sont au moins aussi cruelles, et peut-être même encore plus cruelles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc Jules César est assassiné, en partie parce que son pouvoir est jugé trop important et qu'il fait des envieux.
Jules César, concrètement, c'était déjà un dictateur hein, avant sa mort. Mais attention, si Jules César s'est comporté comme un dictateur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui prend des décisions qui ne sont pas censées être discutées, c'est en partie lié au fait qu'à cette époque, Rome commence à connaître quand même une certaine instabilité. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'exercer le pouvoir et qui ont envie de laisser tomber le système de la République pour passer à un système beaucoup plus autoritaire encore. Et ça va entraîner une guerre civile, c'est-à-dire une guerre à l'intérieur même de Rome. Et c'est là qu'intervient un deuxième fils adoptif de Jules César, qui est Octave, qui en moins 27, un peu en profitant d'ailleurs de la popularité de celui qui avait été son père adoptif, va obtenir le titre de Auguste de la part du Sénat. Donc on peut considérer que c'est vraiment avec Octave que se met en place le système impérial de manière officielle. On peut considérer que Octave est le tout premier empereur romain proprement dit, même si son père adoptif Jules dit César avait un petit peu ouvert la voie. À partir de là, on change vraiment de période, et pour les 5 siècles suivants à peu près, donc on va basculer dans ce qu'on appelle la période de l'Empire proprement dite. Alors, cela m'amène quand même à évoquer 2-3 petites choses liées à ce qu'on appelle justement donc l'expression empire. Parce que le mot empire, en fait, il a deux sens. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire Rome. Le premier sens, c'est le plus évident, c'est encore celui qui est aujourd'hui communément employé quand on emploie le mot empire. Ce à quoi on pense immédiatement, c'est des territoires sur lesquels on va essayer d'exercer une domination. Donc en gros, on peut considérer que l'Empire, il a déjà commencé sous la République, hein, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et il a même beaucoup avancé, puisque lorsque Octave prend le pouvoir, l'Empire sur lequel Rome exerce son influence, il a le pied sur 3 continents, et la dernière conquête sous la République dignement évocable, c'est évidemment la Gaule, qui est un très très gros morceau. La Gaule qui était un territoire très convoité par les Romains, parce que c'est un territoire qui bénéficie notamment d'une assez grande puissance agricole. Il y a beaucoup de terres qui sont très bien cultivées, avec un climat assez tempéré. Donc c'est une sorte de grenier à blé déjà, ce qui est important à l'époque. C'est bon qu'on puisse dire. Donc on peut considérer que la Gaule, c'est la dernière grande conquête sous la période de la République. Donc ça signifie qu'on n'a pas attendu de parler de l'Empire romain en tant qu'organisation politique pour que l'Empire existe déjà. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il va continuer de s'agrandir un peu par la suite pour trouver sa taille maximale aux alentours de la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle après Jésus-Christ, sous un empereur qui sera Trajan. Donc on a déjà cité 2 voire 3 empereurs, Jules César, Octave, Trajan, ça en fait 3. Il y en a quelques autres que je vais vous demander de retenir. On ne peut pas les voir tous, hein, évidemment, mais enfin, il y en a quelques-uns qui méritent d'être retenus un petit peu plus que les autres. Donc, le mot empire, donc, ça désigne d'abord des territoires sur lesquels Rome exerce son influence. C'est ce qu'on appelle les provinces, qui sont dirigées par des gouverneurs. Mais le mot empire, ça désigne aussi autre chose. Là, ça renvoie directement au mot empereur. Le mot empereur, ça désigne un super roi, c'est-à-dire donc quelqu'un qui a un pouvoir totalement personnel, il ne partage pas le pouvoir. Alors évidemment, il peut consulter, hein, il peut prendre des conseils, etc. Mais c'est toujours lui qui prend les décisions importantes en dernière analyse. Et donc ce pouvoir très personnel, très autoritaire, et dans certains cas même tyrannique, c'est-à-dire qu'il exerce une forme de dictature qui va au-delà du raisonnable et qui consiste essentiellement à faire du mal pour le plaisir de faire du mal. Donc ce système, donc cette façon de gouverner, en fait, c'est aussi ça, l'Empire. Hein. Être un empereur, c'est ça. Donc c'est un super roi, on peut le voir comme ça, et d'ailleurs il y a des dynasties qui vont se créer, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui vont exercer le pouvoir d'empereur pendant 2, 3, voire 4 générations. C'est le cas notamment des personnages qu'on voit dans le film Gladiator, dont je vais parler un petit peu plus tard, et auquel je consacrerai une vidéo séparée, parce que ça peut être intéressant de s'appuyer sur le film Gladiator pour illustrer cette partie du cours. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard, ça fera l'occasion vraiment d'une vidéo à part.
Mais dans le film Gladiator, ce qu'on voit notamment, c'est donc deux empereurs successifs qui sont Marc Aurèle et Commode, et eux, ils appartiennent à la même famille, puisque Commode est le fils biologique de Marc Aurèle. Ils ont tous les deux vraiment existé, même si dans le film, ils ne sont pas présentés de la même façon que ce qu'ils étaient dans la réalité historique. Ça, j'en reparlerai vraiment quand j'aborderai la vidéo sur Gladiator, qui est un bon exercice aussi pour s'entraîner un petit peu à l'esprit critique. Alors je reviens donc sur la question donc, de l'Empire. Donc vraiment j'insiste là-dessus, il y a 4 idées forces à retenir pour ce grand A. D'abord, donc l'empereur il porte à la fois le titre de César et de Auguste. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le mot empire désigne aussi bien donc les territoires conquis que la façon de gouverner, très personnelle et autoritaire. Ça, c'est ce que vous devez retenir pour, on va dire, ce grand A. Je vais en profiter aussi pour justement approfondir un petit peu cette superficie que représente donc gigantesque, hein, que représente le territoire de l'Empire romain une fois parvenu à son sommet, c'est-à-dire aux alentours du IIe siècle après Jésus-Christ sous Trajan. Alors là, je me dois quand même de manifester une certaine forme d'admiration parce que, bon, moi j'ai toujours été passionné par l'Empire romain parce que vraiment je trouve que c'est une civilisation qui est très en avance sur son temps. Et ce qui est notamment tout à fait remarquable, c'est de voir un peu la superficie de cet Empire romain qui est quand même énorme pour l'époque. Hein. Je rappelle que les moyens de transport et de communication sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Loin de là, même si Rome a fait de gros efforts en termes d'infrastructures, notamment en construisant des ponts, des routes, des aqueducs, etc., ce qui permettait notamment au commerce de bien fonctionner, et puis aussi aux troupes, donc les légions romaines de se déplacer assez rapidement aux quatre coins de l'Empire. Mais c'est quand même un territoire qui est gigantesque, qui est colossal pour l'époque. Et d'ailleurs, en Europe, on devra attendre le 19e siècle avant de retrouver un empire d'une telle superficie. Donc ça montre vraiment à quel point Rome est en avance sur son temps, de ce point de vue. Alors ce que vous pouvez donc remarquer, notamment sur la carte que j'ai jointe au cours, c'est que donc cet empire, il s'est encore agrandi, hein. Et notamment, il y a une chose intéressante, c'est que Rome a réussi à franchir la mer de la Manche et à étendre sa domination sur ce qu'on appelait à l'époque la Bretagne, qu'il ne faut pas confondre avec la Bretagne d'aujourd'hui, qui est une région de France. La Bretagne, à l'époque, ça correspond au territoire actuel de la Grande-Bretagne aujourd'hui, ou Angleterre, si vous préférez, ou Royaume-Uni. Ça permet notamment de comprendre le titre d'un célèbre album d'Astérix, qui est Astérix chez les Bretons. L'album Astérix chez les Bretons, il se passe pas en Bretagne, il se passe dans ce qu'on appelle l'actuelle Grande-Bretagne, même si je rappelle aussi que Astérix est originaire d'Armorique, donc on se situe dans la Bretagne d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo et faire une petite marche arrière si vous n'avez pas tout suivi. Attention parce que le mot, enfin certains mots ou certains noms, selon les époques, n'ont pas forcément tout à fait la même signification. Ça, il faut en tenir compte aussi quand on est historien. On peut remarquer également une chose, c'est que toujours sur cette carte, existent des populations, des peuples qui sont considérés essentiellement comme barbares par Rome et qui constituent une menace permanente pour l'Empire. Et c'est notamment le cas des tribus comme les Francs, les Burgondes ou les Vandales, qui sont des tribus de Germanie, donc ça correspond à l'Allemagne actuelle. Et ces tribus donc vont jouer un rôle extrêmement important dans l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, dont je vais être amené à reparler assez rapidement, puisque là je vais devoir refermer cette première vidéo, mais bien évidemment, comme les explications ne sont pas terminées, on va enchaîner sur au moins une deuxième vidéo, toujours consacrée à l'Empire romain, donc je vous dis à tout de suite.